Donc, bonjour, je m'appelle Rodney Poiketti. J'ai passé 5 ans à la rue à Montpellier et je vais vous raconter mon histoire. Bonjour René et bienvenue. Écoute, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et où tu as grandi? Je m'appelle Jermaine Rodney Poiketti. Je suis surinamais. Je viens de la Guyane française. Mes parents sont du Suriname et on est venu en 1999 en Guyane française. Enfin, pour vivre, pour avoir une vie meilleure. Et voilà, ça fait depuis 2017 que je suis en France métropolitaine. Voilà. Ok. Quel souvenir tu gardes justement de ton enfance là-bas? Comment ça se passait quand tu étais petit là-bas? Oh, la Guyane, voilà, c'est le vert, hein. C'est la Ouais. nature, c'est tout ce que je garde. Ma mère, elle était agricultrice. Ouais. Et tout ce que je garde, c'est que voilà, on a vécu dans la nature. J'ai vécu dans la nature toute mon enfance. Les balades en forêt, les plantations, les fruits et légumes, et surtout la diversité. Il y a beaucoup de communautés en Guyane, d'ethnies, et c'est ce que je retiens de chez moi, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Toi, tu fais partie de quelle ethnie Je justement? fais partie de l'ethnie des Saramaka. Ce qu'on D'accord. appelle aussi les Nègres c'est les Bushinengue, ce qui veut dire en français les hommes des bois. Ok. Voilà, je suis descendant d'esclaves, voilà, D'accord. de ceux qui ont fui les plantations pour se cacher dans la forêt. Ok. C'est mon peuple. Donc tu vivais avec ta mère là-bas, ton père aussi ou Je vivais avec ma mère, oui, en Guyane. D'accord. Ouais. Ok. Mon père, il est parti, j'étais jeune. D'accord. Ok. T'avais des frères et sœurs? Oui, on est beaucoup, une grande Ouais. famille, on est 10. Ok. On a 10 frères et sœurs, donc je crois que c'est, si je me trompe pas, 6 frères, 4 sœurs. Ok. Et 6 frères, 4 sœurs. Ok. Toi, tu te situes où dans la fratrie? Je suis avant-dernier. Avant Il y a ma avant-dernier. petite sœur après et mon demi-frère. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, comment ça se passe pour toi après cette enfance? Enfin, à l'adolescence, tu es toujours au même endroit? Comment? À l'adolescence, je suis arrivé du coup à Cayenne, la capitale. J'habitais un petit village qui s'appelait Cacao. Et je suis monté du coup au lycée, parce que c'est jusqu'au collège là où j'étais dans le village. Et je suis arrivé à Cayenne, donc j'étais au lycée Balata, c'était un lycée professionnel, puisque bon, j'étais pas très bon élève non plus, donc j'ai choisi la filière professionnelle. Et du coup, carrelage, j'étais carreleur mosaïque, donc j'ai fait ma scolarité pour poursuivre, faire un bac pro, du coup en carreleur mosaïque au lycée Balata. C'est une commune de Cayenne, c'est pas loin. Et c'est ce que j'ai connu après, là. On a connu la ville, tout ce qui va avec, la ville, les vices. Et voilà. Et t'étais quel genre d'ado du coup? T'étais assez. Moi, Enfin, tu voulais déjà travailler, mais t'étais dans quel mood? C'était qui René à 15 ans, 16 ans? À Rodney, c'était le boxeur. Je faisais Ok. du sport du combat. Je faisais du muay thai. Mhm. Et la musique. Voilà, j'écris, je compose des textes, j'ai fait des morceaux que j'ai d'ailleurs retrouvés sur SoundCloud. Et voilà, j'écrivais beaucoup, je sortais beaucoup. Voilà, c'était la vie du latino, quoi. C'était plus soirée avec les potes, les open mic. Voilà, au bord du fleuve, on faisait des sorties, les rave parties. Voilà. Après, voilà, ça travaillait en cours. Mais bon, après, voilà, c'était pas trop pour moi, le bâtiment. Donc, par la suite, j'ai arrêté les études et je me cherchais un peu. Donc, je suis allé travailler en tourisme. Par la suite, voilà. C'est quoi le meilleur souvenir de cette période justement? De jeunesse? Le meilleur, c'est que ma mère, c'était une femme assez protectrice. Donc, quand j'étais au village, tout ça et tout, je connaissais pas de filles. Donc, cette période-là, c'était la première rencontre. Sandrine, la première fille que je suis sorti avec. Ok. Voilà. Donc ton meilleur souvenir, c'était ta première meuf. Ok. Ok. Sandrine, Ouais. passe un. Si elle regarde la vidéo un jour. Et ensuite, quand t'es arrivé juste jeune adulte, ça a été quoi la première chose que t'as faite, ton premier projet? En fait, les choses ont pris un cours différent à partir de 2014. Ouais. Et du coup, quand j'ai arrêté le lycée, Ouais. je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, je suis retourné chez ma mère, j'ai travaillé dans la production,
pour le village. En fait, je faisais des petits boulots par-ci par-là. Et puis je suis retourné en ville pour Noël 2015. Et là, je me suis dit, j'ai fait un bilan avec la mission locale là-bas. Et les métiers qui sortaient, c'était soit aide-soignant ou travailleur social ou des trucs comme ça. Mais j'ai regardé en fait les offres, il n'y a pas ça en Guyane. Donc j'ai décidé en fait de partir. Et dans la foulée, voilà, j'ai rencontré Valérie, celle qui est devenue ma femme quand on est venus ensemble ici. Et je lui ai dit voilà, j'ai envie de partir. Et c'est le projet que je veux faire en arrivant ici. Ok. Donc là, t'es arrivé en France? Ouais, en 2017. En 2017. Ouais. Ok. Ok. Comment ça s'est passé ton arrivée du coup? Bon, ça s'est très bien passé. Ouais. Moi, je suis arrivé à Paris. Après, j'ai pris directement la correspondance pour faire Fréjorgue. Et après, ils sont venus me récupérer. J'ai découvert différents endroits, Palavas, on a un peu bougé. Après, j'ai vécu chez ses grands-parents pour commencer, parce qu'ils habitaient Montpellier. Et par la suite, on a commencé à chercher du boulot donc par la mission locale. Déjà pour découvrir la ville et savoir se repérer déjà, connaître l'agence d'intérim. J'ai fait une garantie jeune. Après, j'ai décidé de faire une formation dans l'animation et dans le tourisme. Parce qu'au début, bon, il fallait déjà quelques fonds pour mettre de côté pour pouvoir après reprendre les études pour tout ce qui est soignant, infirmier et le temps de se documenter. Et j'ai commencé à travailler après au laser game. J'ai fait quelques boulots à côté. Et par la suite, voilà, je fais beaucoup de boulot au Nicolas. Je travaillais au stade. J'ai aussi comment ça s'appelle? J'ai travaillé aussi. J'étais agent d'hospitalité au stade à Mosson. Et puis voilà, j'ai travaillé au laser game pendant un bon moment. Celui d'Odysseum, au SOA, au Grand M. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé sur Montpellier. Après, je suis retourné à la mission locale pour faire un service civique. En attendant de trouver les entrées en formation pour tout ce qui est aide-soignant. Et du coup, avec mon ex, on s'est séparés. C'était en 2019. Plus août 2018, qu'on s'est séparés. Et là, je me suis retrouvé un peu... Enfin, pas directement à la rue, j'ai des amis qui m'ont hébergé, un pote pour commencer, après une collègue que je connaissais quand j'ai fait mon service civique. Et mais c'est là où je me suis retrouvé complètement à la rue, c'était à partir du premier confinement. Donc en fait, le point de départ en fait où tu as commencé à toucher du doigt la précarité, c'est cette rupture, c'est Ouais, ça? C'est ça. D'accord. Et là, comment ça s'est passé alors du coup, à partir du moment où tu n'étais plus avec elle, comment tu faisais déjà? En fait, le problème, c'est que c'est à la préfecture. Parce que comme elle était française et moi de nationalité surinamienne, les préfectures ils m'ont dit soit elle doit venir en fait avec vous ce jour-là pour signer pour que vous ayez la carte de 10 ans, ou soit ils m'ont donné un document pour lui envoyer pour qu'elle puisse signer et qu'elle renvoie que je valide bien que voilà c'est elle qui a signé, que je peux avoir mon titre de séjour. Et elle voulait pas. Donc elle a refait sa vie, tout ça et tout, et moi j'étais bloqué. Donc à la préfecture, ils m'ont pas donné d'OQTF ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit juste, voilà, il faut pas que je tarde à renouveler ma situation, tout ça et tout. Donc j'ai négocié avec elle, j'ai essayé, tout ça et tout. Bon, elle avait déjà refait sa vie, donc moi je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et bon, il y a eu une très très grosse époque de dépression. J'ai fini vraiment à la rue, j'ai dormi en tente. Ça s'est vraiment très très mal passé par rapport à ces choses-là. Donc tu dormais dehors en fait à cette époque? Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens déjà de la première fois que tu as dormi dehors par exemple? Ouais, la première fois, en fait, on se retrouve là. En fait, t'as l'impression que t'es tout seul. Tu sais pas trop où aller, qui parler. C'est surtout à la tombée de la nuit. Quand les rues, en fait, elles se vident petit à petit. Tout le monde rentre chez eux et toi, tu te retrouves, comment je vais faire, du coup. Et c'est là que, c'est surtout que, en fait, en métropole, il fait plus froid que chez moi. Enfin, il y a l'hiver, l'été, l'automne. Il y a des saisons. Alors chez moi, il fait chaud toute l'année. C'est surtout le froid dehors. Et ce que j'ai ressenti, c'était cette solitude. J'avais des gens que j'ai aidés, qui dormaient chez moi, que j'ai appelés pour leur demander, voilà, est-ce que je peux dormir chez toi? À cette époque, j'avais encore un peu d'argent. Je dis, s'il faut, je te loue la chambre ou quoi. Mais voilà, personne. Donc c'est à ce moment-là, je sais pas comment expliquer cette sensation. Tu te retrouves dans un
cube, tout seul. Voilà, t'as l'impression que personne ne veut t'aider, t'es invisible aux yeux des gens en fait. C'est ça en fait, c'est se sentir invisible après. Mais du coup, t'as fait quoi au début quand personne t'a... Au début, franchement, honnêtement, j'ai fondu en larmes quoi. Je savais pas quoi faire. Enfin, j'ai jamais été à la rue avant. J'ai jamais connu cette situation et je me disais comment je vais faire. Par la suite, je parlais aux gens dans la rue, je discutais avec eux et puis j'ai commencé à me dire bon, j'avais commencé à prendre cette situation et en faire quelque chose. Je me dis bon, si je me retrouve dehors, je vais faire la manche pour manger. Il faut que je trouve les associations pour aller me laver et j'ai commencé à m'accommoder. Mais c'est devenu un peu dur par la suite parce que bon, c'est pas facile en fait. Tu vas te laver à un endroit, il y a des gens, il y a plein de gens, il faut attendre, il faut faire la queue. Des fois, tu sais pas où aller manger, il y a les restos du cœur, il y a différents endroits où on peut aller manger en ville. Il y a des associations quand même, mais il y en a pas pour tout le monde. Et c'est surtout le problème, c'est quand t'appelles le 115 pour dormir. Parce qu'il n'y a pas de place tout le temps, donc il faut prévoir. Il faut appeler à 9h30 du matin, mais tout le monde appelle en même temps, donc c'est saturé. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est je me suis pris une tente. Voilà, et je me suis mis au bord du Lez et j'ai fait un espèce de campement avec un truc pour faire un feu. J'avais 2 tentes, une tente pour mettre mes affaires propres et une tente qui faisait chambre. Donc voilà, parce que en fait appeler le 115, tout le monde n'a pas de place. Donc moi je me suis dit, au lieu d'avoir cette frustration de ne pas avoir un endroit dormir, au moins quand je fais mes démarches la journée, je sais que je rentre chaud. Voilà. Donc ça s'est passé donc quand tu racontes après la rupture, quand plus personne te répondait. C'est ça. T'as trouvé ce système-là, mais... Après la rupture directement, je suis tombé dans l'alcool. La dépression, enfin... Voilà, j'ai commencé à boire beaucoup, sortir, voilà, connaître tous les gens de la rue, voilà... Là, à Montpellier, on peut aller n'importe où, les sans-abri, certains ils me checkent, ils me connaissent et tout. Voilà, j'ai beaucoup traîné dans la rue. Je savais pas trop où aller et voilà. C'est qui que tu rencontres justement en premier quand tu te retrouves dans cette situation? C'est qui les gens avec qui t'accroches, qui font partie de ton entourage à l'époque? Quand je suis tombé à la rue directement, c'était premièrement les toxicos. Les toxicos, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ville, mais eux, en fait, ils ont souvent des endroits où on peut dormir parce qu'ils se cachent pour consommer. Donc ils ont souvent des petits coins où tu peux te poser tranquillement pour dormir et tout, mais bon, des fois c'est pas propre, il y a les seringues et tous ces trucs. Après, là, tu rencontres les gens qui consomment, ceux qui vont chercher des trucs. J'ai rencontré aussi des gens qui veulent pas. Quand on sache qu'ils vont acheter, donc ils envoient des gens. Donc nous, les gens de la rue, voilà, je te donne tant, est-ce que tu peux aller me chercher tant? Voilà, donc il y a quand même des gens qui passent par nous et après je rencontre aussi des mecs qui veulent proposer pour bosser pour eux, pour vendre de la drogue, tout ça. Voilà. Toi, à l'époque, t'as été tenté pour de prendre justement un peu des produits pour t'évader, non. ou de vendre que de l'alcool. Okay. Que de l'alcool et moi je fumais des cigarettes ou des roulés. Mais jamais cannabis ou cocaïne, ça m'a jamais intéressé. Et les gars te proposaient ou... Oui, toujours. Des fois même ils me donnaient et je donnais aux potes qui fumaient. Moi, mais c'était voilà. Moi, à chaque fois qu'on me voyait, j'avais l'afro ou les cheveux longs. Ils disaient ouais, tu tiens un bout de shit, tiens une tête, vas-y, roule-toi un joint. Je dis ouais, je roulerai plus tard, je te passe à un pote. Même des fois je le revendais. Je te dis à un pote, je te donne ça, on me l'a donné. Il me dit tiens, je te file un billet contre. Je dis c'est cool. Donc voilà, ça, je peux manger, mais moi j'ai jamais consommé. Mais les gars, à chaque fois j'en avais. Le truc c'est que les mecs ils venaient, ils m'en donnaient. Parce que dans la rue, il faut savoir que les mecs, certains ils sont généreux. Tu vois, certains ils ont leur RSA, d'autres ils font des petits boulots. Il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils font des petites missions, ils vont travailler. Enfin c'est un truc de maraîchage, hein, et ils ramassent quelques légumes et des trucs et ils ont un peu de sous. Donc ils reviennent et voilà, ils font la fête, quoi. Okay. Donc voilà, quand ils fêtent dans la rue. Et c'est quoi du coup la chose la plus dure que t'as vue dans la rue à cette époque, cette période-là de ta vie? C'est quoi qui t'a marqué Moi c'est l'indifférence des gens qui m'a le plus marqué en fait. Parce que les gens en fait,
J'ai eu l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de vie. Parce que quand t'es assis par terre, il y a des gens, tu vois, ils gonflent comme des pigeons. Ils te voient en fait comme rien. Mais comme j'ai fait le sens inverse, j'ai redressé ma situation. Je vois les gens que des fois, je parle à un sans-abri, ils me regardent. Et je lui dis, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, mais vous pouvez rien faire pour lui. Je dis, mais c'est un ami, madame, je lui parle, je discute avec lui. Et pour eux, c'est bizarre. Ils se disent, en fait, ils l'ont déjà mis, lui, dans la case sans-abri, en fait. Lui, on peut plus rien faire pour lui. Voilà, il aurait dû travailler. C'est de sa faute s'il est là. Il y a plein de phrases comme ça qui leur viennent. Et moi, je dis, mais ça peut t'arriver, toi, demain, ça. C'est ce qu'il est arrivé à lui, là. Ça peut... Tac, comme ça. Voilà. Moi, je m'y attendais pas. Le jour où je tombais à la rue, je sortais du travail. Elle m'a dit, il faut qu'on vive, je vive ma jeunesse, et mes valises étaient faites le lendemain. C'est ça, j'ai dit aux gens, c'est pas comment dire, les gens, certains choisissent pas de devenir SDF. Certains, ils le choisissent, oui. Mais d'autres, ils sont là, ils sortent du travail où il y a un décès, ou bien, il y a un divorce, ou tu perds ta maison, t'as plus d'argent, enfin, voilà. Tu peux arriver dans un pays même et tout perdre, ou te faire voler. Il y a certaines personnes que je connaissais qui étaient SDF dans d'autres pays parce qu'on les a volés, ils pouvaient pas rentrer. Voilà, il y a eu plein de situations comme ça. Et pour en revenir à toi, justement, à cette période, du coup, donc tu vivais donc dans ce campement, c'est ça? Et malgré tout ça, est-ce qu'il y a quand même des points positifs que tu as trouvés, ou que tu retrouves même de cette situation avec un peu de recul, des rencontres, des moments de vie, je sais pas. Le point positif, c'est que quand j'étais en Guyane, je vivais chez ma mère. On va dire, voilà, j'avais pas de choses à moi que pouvais me dire que j'ai fait ça. Voilà, je me suis débrouillé pour avoir tel. En fait, le fait de m'être retrouvé dehors, c'est comme si ça avait boosté mon côté débrouille-toi. Et j'avais pas le choix. En fait, j'ai l'impression que quand la vie te pousse à tes retranchements, là, tu as un regain de force, en fait, où il y a un peps qui te dit, si toi tu fais rien, tu vas rester là. Et en fait, voilà, je me suis retrouvé, j'ai trouvé le vrai moi, la motivation à l'intérieur pour faire des choses pour moi. Enfin, aujourd'hui, j'ai pu trouver ce côté-là. C'est ce qui m'a apporté, en plus, la rue. C'est, en fait, si tu ne fais rien pour toi, personne ne le fera. C'est ça que ça m'a apporté, en fait, d'être passé par la rue. Je dis pas que tout le monde devrait passer par là pour qu'ils aient cette motivation-là. Mais moi, c'est ce que ça m'a apporté, parce que quand tu es dehors, personne ne fait rien pour toi. Si tu ne vas pas chercher les adresses, les endroits où savoir où manger, les gens vont pas te le dire. Même dans la rue, les gens sont jaloux les uns les autres. Donc, c'est encore pire dans la rue, parce que déjà, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est ça, si tu ne fais pas les choses par toi-même et garde les choses pour toi, ne pas tout dire non plus à tout le monde, c'est surtout ça. Parce que moi, j'aimais bien parler, dire aux gens, me faire des amis. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma paix. J'ai pu aimer ma solitude et apprendre à vivre avec moi-même, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris de la société, cette période-là? Qu'est-ce qu'elle t'a appris de la société actuelle? La société, aujourd'hui, il n'y a pas d'équité. C'est l'équité ou l'égalité. Enfin, ces mots-là, ça fait joli sur le papier. C'est liberté, égalité et mon cul. Pardon. Mais c'est... voilà, mais c'est juste que... Voilà, j'aimerais que moi, ces valeurs soient vraiment respectées, parce qu'elles sont jolies en soi. Mais les gens ne s'entraident pas comme il le faudrait, en fait. Il y a beaucoup de pauvreté. Et c'est même caché des fois. Ils poussent les gens hors de la ville. Voilà, ça, on n'a pas beaucoup de sans-abri. Et c'est vrai, il y a de la... Comment dire? Il y a de la pauvreté et il faut s'en rendre compte. Il faut faire quelque chose. Voilà, la société, il faudrait plus mettre un point d'honneur dessus. Parce que bon, moi, en ayant vécu la situation, je me dis, la société, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Pourtant, on est là. Enfin, les gens sont là, on les voit, il faut faire quelque chose. Voilà, au lieu de construire plus de bureaux, faites des appartes. Ou même donner des travaux, inventer des trucs, je sais pas. Il y a des fois,
je sais pas, il y a des endroits où des bancs, où les pigeons, ils chient dessus, enfin, donner ça à son abri, ils nettoient, ou ramasser les canettes, enfin, des petits trucs comme ça. Créer des mini-emplois pour eux, en tout cas, enfin, quelque chose pour qu'ils puissent s'en sortir aussi. Il n'y a pas d'intégration aujourd'hui de la part de l'État. Enfin, c'est difficile aujourd'hui d'intégrer les gens qui sont à la rue. Ouais, c'est assez difficile parce que la rue, en fait, ça te prend. C'est quelque chose, quand tu tombes à la rue, pour s'en sortir, c'est assez difficile. Voilà, moi j'ai encore des réflexes aujourd'hui, le sommeil léger, les bruits, ça réveille, enfin c'est encore un peu compliqué. Le manque de sommeil, j'en ai toujours. Parce que dans la rue, tu dors pas vraiment, hein. Tu fermes juste un œil. T'étais sur le qui-vive tout le temps quand tu dormais dans la rue. Obligatoirement. Mais sinon, tu te fais voler ou tu te fais planter ou voilà, on te vole tes affaires. Enfin, T'as déjà vécu ce genre de choses? On m'a agressé. On m'a agressé à 3. On m'a piqué mon téléphone. Le nombre de téléphones que j'ai dû changer. Voilà, il y a plein de trucs. Mon sac à dos, mes papiers. J'ai dû refaire tous mes papiers. Donc, tu sais, c'était qui? C'était des gens de la rue aussi? C'était d'autres gens? C'est des gens qui sont autour dans le groupe. Ouais. Voilà, il y en a, ils veulent pas ton bien. Il y en a, ils veulent ce que t'as. Et certains papiers, ça se revend. Et certains le savent. Donc, ils te piquent ton sac, ils trouvent de l'argent, ils trouvent pas. C'est pas grave, il va jeter ton sac ailleurs, mais toi, t'as tout perdu. Voilà. Donc c'était toujours vigilant. Enfin voilà, tu en sentais. Déjà on est dehors et on n'est pas en sécurité. Donc c'était assez difficile quoi. Ouais. Et du coup c'est pour ça que est-ce que t'avais des connexions aussi à l'époque? Ça marchait un peu en groupe ou est-ce que t'étais plutôt solitaire comme tu disais? Comment Moi j'étais plus avec eux quand par exemple on allait faire la Manche. J'étais souvent à Louis Blanc et aux Beaux-Arts. Et j'avais des potes, j'avais des connaissances dans la rue et certains, on bougeait ensemble. Mais voilà, je savais très bien que je pouvais pas leur faire confiance, mais il faut pas être seul dehors. Voilà, il faut avoir une équipe et des gens, même si je sais que si ça commence à se taper, ils vont pas bouger pour moi. Mais voilà, quand les gens ils voient en fait que vous êtes 5, 6, 7, ça dissuade. Donc j'avais un petit groupe. Mais la plupart du temps, quand je l'ai quitté quand j'allais faire mes démarches ou quand je bougeais pour faire des trucs pour moi, parce que bon, j'ai gardé tout ça secret jusqu'à que à la halte, ça commence à dire bon, le bénévole, il a changé, j'ai arrêté de boire pas en cachette, ça je l'ai dit à tout le monde, comme ça ils le savent. Et voilà. Parce que justement, t'en es où aujourd'hui, du coup, comment ça s'est passé après, tu peux nous raconter? Justement, là on est le 15 mai, j'avais arrêté en 2000. Ça fait 3 ans cette année. T'as arrêté de boire, tu veux dire? Ouais, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire l'alcool. Donc, c'était assez compliqué, hein. Parce que bon, il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, le groupe. Il y en a, quand tu arrêtes, ils commencent à dire, tu penses que t'es mieux que nous, t'as changé, les fréquentations diminuent. Forcément, parce que quand on est dans la rue et qu'on traîne, tu choisis le groupe, en fait, qui te correspond. Moi, je traînais avec les alcoolos parce que je buvais. Voilà. Ceux qui fumaient, étaient souvent avec ceux qui prenaient de la coke. Après, le groupe, il se mélangeait au bout d'un moment. Mais voilà, en fin de soirée, tout le monde allait dans son coin et tout. Et moi, c'est ça, en fait. C'était plus une équipe comme ça. Et aujourd'hui, t'en es où, du coup? J'ai complètement arrêté. Je bois plus une goutte d'alcool. Ouais. Et je sais très bien que, ce que ça fait. Et pour arrêter, c'est compliqué, hein. Tu t'isoles, tu perds du monde, t'as mal au ventre, t'es pas bien, t'as encore les effets. Il y a encore des matins, je me réveille, j'ai la pâteuse. Enfin, c'est comme si j'avais bu la veille, le mal de crâne. Je me dis, mais c'est bizarre. Le corps, en fait, il y a comme une empreinte qui reste. Mais arrêter l'alcool, il faut avoir du mental parce que ça t'empoisonne la tête, hein. Il y a un manque. Des fois, je suis dans un rayon et je marche en fait dans le magasin et moi je pense aller chercher un jus de fruits et il y a ma main qui va vers les canettes. Je fais c'est pas ça que je veux. Mais ta tête elle garde en fait automatiquement. Des fois, même il y a le goût qui revient. Tu te dis mais j'aimais bien boire une goudale et t'as le goût de la goudale. Il y a des trucs comme ça qui restent en tête, mais c'est impressionnant. Et tu vis où du coup aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un hébergement d'urgence sur l'Odève depuis décembre 2023. Et franchement, ça a changé. Là, je suis quelque part où personne ne me connaît.
Et franchement, c'est assez grand comme appart. On est à 2 chambres. J'ai un colocataire. Et franchement, ça se passe bien. Ça a mis combien de temps, à partir du moment où tu dis, bon, là, maintenant, ça y est, stop, je vais arrêter d'être en tente, j'ai envie d'avoir mon appart et redémarrer, et jusqu'à décembre où t'as eu l'appart, il y a eu combien de temps qui se sont écoulés? 2 ans. 2 ans. 2 ans, ouais. Ok. Voilà, j'ai arrêté de boire d'abord. Ouais. Essayer de me stabiliser. Et de me dire, voilà, j'ai été voir une psy pour voir si j'étais stable pour rentrer en appart. Parce que, à un moment, j'étais devenu violent aussi avec l'alcool. Ça se battait aussi dans la rue. Et, comment dire, quand j'ai arrêté, il y avait encore ces petits sauts d'humeur, tout ça. Donc, je suis allé voir une psy, j'ai demandé un suivi à Arc-en-Ciel. C'est une structure qui aide, en fait, les gens qui veulent arrêter ou suivre une cure. Enfin, moi, j'ai pas un suivi de cure directement avec eux, mais je voulais savoir les effets secondaires que ferait l'alcool. Et bon, du coup, j'ai été suivi là-bas. C'était à la même période, je me suis fait voler mon passeport, donc ils m'ont aidé. Et c'est, comment dire, le temps, enfin, il est passé très vite, hein, en fait. Hein. Mais il fallait laisser du temps aux choses, en fait. Et du coup, moi, j'ai pris 2 ans. Et enfin, la première année, voilà, j'ai bien arrêté. La deuxième année, j'ai fait du bénévolat. Du coup, au Secours catholique, j'ai demandé à faire du bénévolat à Philippe, monsieur qui est responsable de matinée du jeudi. Et depuis, voilà, j'ai fait le bénévolat. Et la 3e année, j'ai commencé à appeler le 115 tous les jours à 10h pour avoir un logement social, pour faire un dossier SIAO, c'est un dossier pour avoir un logement social par la suite. Ouais. Donc, au bout de 2 ans, t'as réussi à l'avoir. Ok. Donc là, 4 ans, on concrétise les choses. Ok. Voilà. Donc, t'as passé combien de temps en tout dans la rue, du coup? 5 ans. 5 ans. Depuis 2019. Ok. On dit qu'il faut à peu près le temps que tu passes à la rue, il faut à peu près le même temps pour en sortir. Est-ce que tu confirmes? Je confirme, ouais. À peu près, ouais. C'est ça, 2 ans. Ouais, ça fait 3 ans et 2 ans. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens, par exemple, qui sont à la rue en ce moment? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve à la rue comme tu t'es retrouvé à la rue il y a quelques années, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Déjà de se rapprocher rapidement des associations. Et n'hésitez pas à demander aux gens, voilà, où est-ce qu'ils peuvent aller. De toute façon, maintenant, c'est accessible sur Internet. Tu trouves rapidement, en fait. Maintenant, la plupart des gens, en fait, en 2024, qui vont tomber à la rue, ils vont vite être dirigés vers les différentes associations, en fait. Et ce qui, je vais leur dire surtout, personnellement, c'est qu'il faut pas qu'ils aient peur. Voilà, en fait, à la rue, il n'y a pas que des malades, des gens qui veulent te tuer, il n'y a pas que des drogués ou des criminels ou des gens des gens sales ou quoi. Parce qu'il y a des gens, il y a des stéréotypes, des clichés et tout. Donc non, il faut pas, en fait, juger directement. Et voilà, il faut, ne pas être seul, ne pas suivre les gens dans la rue, il faut faire attention. Et surtout, voir avec les associations, être logé rapidement, chercher un hébergement pour la nuit, parce qu'il y a des hébergements où tu peux dormir une nuit, sous appel du 115, bien sûr. Et oui, il y a plein de choses qui peuvent les aider. Ok. Comment, à ton avis, justement, on pourrait mieux aider les personnes à la rue en France? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du gouvernement, ou des associations, ou de la société? Qu'est-ce qui pourrait aider, en fait, sur ce sujet? Il faudrait, je appellerais ça un centre de réhabilitation pour aider à trouver du travail, ou certains, en fait, à faire une cure de désintoxication, et des centres d'écoute aussi, voilà, de suivi, et que ce soit, en fait, même si c'est c'est temporaire, il faut, voilà, certains, ils ont besoin de cours, ils ont besoin d'être suivis, de passer du temps à que quelqu'un les écoute. Certains, c'est juste des fois ce qu'ils ont besoin, voilà, et leur donner un sens, parce que certains, ils sont arrivés là, mais ils n'ont pas su, arrêter. Ils ont continué et puis ils se sont enfoncés dans la chose.
Donc, un club d'écoute avec des psychologues, des gens qui peuvent les aider à suivre une cure. Et il y a des... L'échange à la rue, ça marche beaucoup. Parce que je suis aussi vice-président d'une association entraide SDF. Et on fait des maraudes, on parle avec les gens. Comme ça, on a pu orienter plusieurs personnes quand même à voir un psy ou aller voir des docteurs. Parce qu'il y a certains qui sont malades dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'argent pour acheter les médicaments, ils ont fini à la rue. Il y a des raisons un peu différentes qu'on peut terminer à la rue. Donc là, aujourd'hui, toi, tu es en train de t'en sortir, tu as un appartement, tu vas bientôt commencer une nouvelle formation, c'est ça? Oui. Est-ce que tu connais d'autres gens qui s'en sont sortis? Tu as connu dans la rue et qui s'en sont sortis ou... Il y a certains que j'ai connus, oui, qui sont sortis, mais bon, certains, ils sont morts. Parce que, comme je dis, il y a certains, ils n'arrivent pas à s'en sortir, même avec un logement. C'est Toff, lui, il était à l'Esplanade avant. Et il y a d'autres personnes, oui, que j'ai connues qui sont sortis. Il y a un jeune qui venait à l'Esplanade. Et lui, il a fait un service militaire. Donc, aujourd'hui, Zahir, je l'ai recroisé aujourd'hui. Et, il m'a expliqué, voilà, il est capot et il va partir à l'étranger, tout ça et tout. D'ailleurs, il va aller chez moi en Guyane. Donc, il va aller faire son entraînement. Et puis, ouais, il y a plein d'autres que j'ai pas revus. J'espère qu'ils s'en sont sortis. Mais, ouais, il y en a pas beaucoup que je connaisse qui se sont sortis. En tout cas, pas vivants. Ok. Ouais. C'est quoi ton plus grand regret dans tout ça? Si t'en as un. Vraiment, moi, j'en retiens une leçon. Hein. C'est pas vraiment des regrets. Mais le seul que je pourrais avoir, c'est... J'ai perdu du temps. C'est... si les choses avaient sauté plus rapidement dans ma tête, que j'aurais pu comprendre ça plus tôt, ouais, j'aurais fait ça plus tôt. Pas ce que je parle de mon ancienne vie, hein, plus... ok, ce que je vis là, c'est une force pour mieux recommencer à avoir... ok, j'ai compris ce que la vie veut de moi, c'est que moi, je me bouge. Donc, ok, ouais. Et j'allais te demander, et du coup, c'est quoi ta plus grande fierté, dans tout ton parcours? Que ce soit les débuts... C'est de m'être retrouvé. Et aujourd'hui, voilà, je sais dans quelle liste, dans quel ordre je mets les choses. Voilà. Donc, là, ce serait, voilà, Dieu, moi, ma mère, ma copine, voilà. Ça va être plus dans ce sens-là. Du coup, tu crois en Dieu? Ouais, je croyais, ouais. Ok. Après, j'ai pas spécialement de religion, mais je me dis, voilà, il y a quelqu'un là-haut. Qui? Je sais pas. Ok. Voilà. Okay. Bon, on arrive à la fin de l'entrevue. Est-ce que tu as un message ou des messages à faire passer? Moi, le message que je vais faire passer, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves. Voilà, quand on a quelque chose à accomplir, ça va se faire tôt ou tard. De toute façon, la roue elle tourne. Chacun son temps, chacun sa sens et voilà. Il faut commencer par là. On commence de rien, hein, franchement. Donc, s'il a pu le faire, je peux le faire. Donc, ne lâchez rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci René. Bon, c'était cool. C'était cool.